Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons pénétrer ensemble dans l'univers mystérieux et à la fois fascinant de Stéphane Mallarmé. Ce grand prêtre du symbolisme, cet alchimiste du verbe pur, une sorte de mage dont la poésie trace un chemin initiatique vers l'absolu à travers le dépouillement. À cet endroit où le silence et la page blanche seront pour lui considérés comme un espace sacré où va se jouer le mystère même de la création. Cet homme, qui vécut une existence apparemment ordinaire de professeur d'anglais, recevant ses amis artistes et écrivains lors de ses célèbres mardis sur la rue de Rome, poursuivait en secret la quête la plus ambitieuse qui soit, créer le livre absolu, l'œuvre totale qui contiendrait l'univers entier dans sa structure parfaite. Pour Mallarmé, la poésie n'était pas un simple arrangement harmonieux de mots, mais plutôt une authentique opération magique, une sorte de rituel sacré capable de capturer l'essence invisible des choses et de nous révéler les correspondances secrètes qui tissent la trame du monde. Héritier des Rose-Croix et des hermétistes, lecteur assidu des textes ésotériques, il a fait de son art une véritable voie spirituelle où chaque mot devient une sorte de hiéroglyphe d'un mystère et où chaque blanc sur la page vibre de présence silencieuse, où le hasard même se trouve conjuré par la nécessité absolue de la forme. Alors aujourd'hui, nous allons explorer cette aventure spirituelle unique où la quête poétique devient quête métaphysique et où l'écriture se transformera en une sorte de prière laïque, où le verbe humain tente de rejoindre le verbe créateur. Mais commençons par la construction, par la base, en vous parlant donc de la vie de Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé naît à Paris le 18 mars 1842 dans une famille de fonctionnaires de l'enregistrement. Son enfance se trouve marquée par une succession de deuils qui creusent en lui cette sensibilité au vide, à l'absence, au néant, qui traversera l'ensemble de son œuvre. Sa mère meurt alors qu'il n'a que 5 ans. Sa sœur, Maria, qu'il adorait, disparaît à son tour lorsqu'il a 15 ans. Ces disparitions précoces gravent dans son âme la certitude que l'absence possède autant de réalité, peut-être davantage même, que la présence. Cette intuition deviendra centrale dans sa poétique. Le blanc de la page, le silence entre les mots, ce qui n'est pas dit, mais seulement suggérés, porteront plus de sens que les mots eux-mêmes. Cette philosophie du vide rejoint paradoxalement certaines sagesses orientales. Le taoïsme enseigne que c'est le vide qui rend utile. Le vide, au centre de la roue, permet à l'essieu de tourner. Le vide du vase permet d'y verser du vin. Le vide de la porte permet d'entrer et de sortir. De même, chez Mallarmé, le vide devient l'espace de toutes les possibilités, une sorte de matrice féconde, d'où peut surgir la présence véritable. Ne pas nommer directement la chose, mais tourner autour, l'évoquer par allusion, crée une sorte de halo de suggestion. Telle sera
sa méthode poétique. Il ne dira jamais une rose, mais l'absente de tout bouquet, faisant ainsi exister la fleur idéale, l'archétype platonicien de la rose, plutôt que telle rose particulière et périssable. Après des études moyennes, Mallarmé part en Angleterre pour perfectionner son anglais. Il y découvre Edgar Allan Poe, le maître, dans le texte original. Cette rencontre déterminera, bien évidemment, toute son orientation esthétique. Poe, dans sa philosophie de la composition, affirmait que le poème ne naît pas de l'inspiration spontanée, mais plutôt d'un calcul rigoureux, d'une construction mathématique où chaque élément occupe sa place nécessaire dans l'économie de l'ensemble. Cette conception architecturale de la poésie va séduire profondément Mallarmé. Il consacrera une grande partie de son existence à traduire les poèmes de Poe, mais surtout à intégrer l'ensemble de ses principes esthétiques dans sa propre pratique. De retour en France, Mallarmé devient professeur d'anglais, je vous le disais tout à l'heure, d'abord à Tournon sur le Rhône, puis à Besançon, Avignon, avant de s'installer définitivement à Paris. Cette carrière d'enseignant, qu'il vit souvent comme un fardeau accaparant son temps et son énergie créatrice, eh bien, lui procure néanmoins la sécurité matérielle nécessaire à son œuvre poétique, car contrairement à Rimbaud, qui abandonne la poésie à 20 ans, contrairement à Baudelaire, qui meurt prématurément, Mallarmé poursuivra toute sa vie son grand œuvre, avec une patience, avec une ténacité, une exigence, qui, je pense, force à l'admiration. Cette exigence confine à l'absolu. Mallarmé écrit très peu, et il publie d'ailleurs encore moins. Chaque poème exige de lui des années de gestation, des corrections successives, de perfectionnement infini. Il ne se satisfera jamais du résultat atteint. Il recommence, retouche, supprime, ajoute, déplace un mot, modifie une ponctuation. Cette ascèse créatrice me rappelle le travail de l'alchimiste qui soumet sa matière à des opérations répétées de dissolution et de coagulation, de sublimation et de précipitation, jusqu'à obtenir enfin la pierre philosophale. Le poème mallarméen est cette pierre, justement, cette substance purifiée de toutes ces scories, une sorte de cristal parfait où va se concentrer l'essence même de la beauté. Mais quelle est la nature de cette beauté que Mallarmé poursuit avec tant d'acharnement? Certainement pas la beauté sensuelle, chatoyante des romantiques, pas davantage la beauté réaliste, mimétique, qui reproduirait finalement le monde visible. La beauté mallarméenne est abstraite, intellectuelle, et je dirais même presque mathématique. Elle réside dans les rapports, dans les proportions, dans l'architecture invisible qui structure le poème. Un sonnet de Mallarmé fonctionne comme un mandala. Ici, c'est une figure géométrique sacrée de l'hindouisme et du bouddhisme tibétain également. Chaque élément va s'articuler aux autres selon des lois, somme toute, rigoureuses. L'ensemble forme un tout organique où rien ne peut être retranché ni ajouté sans détruire l'équilibre. Eh bien, cette conception architecturale rejoint la tradition hermétique et kabbalistique. Les Rose-Croix, cette confrérie mystérieuse qui fleurit en Europe au XVIe et XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, enseignait que l'univers est construit selon des proportions mathématiques divines. Comprendre ces proportions, c'est accéder au secret de la création. Le poète, une sorte de nouveau mage, le nouveau prêtre d'une religion sans dogme, doit
retrouver ces lois cachées et les incarner dans son œuvre. Mallarmé, sans appartenir formellement à une société secrète, partage cette vision. Il fréquente les cercles ésotériques parisiens, lit les ouvrages d'occultisme, s'intéresse aux théories de correspondance universelle, chères aux illuministes. Ces correspondances, Baudelaire les avait déjà chantées dans son célèbre sonnet. Mais Mallarmé ira encore plus loin. Pour lui, les correspondances ne sont pas simplement des analogies poétiques entre les sens. Elles révèlent la structure ontologique du réel. Tout se tient, tout se répond, tout résonne dans une forme de concert universel. Le poète qui saisit une de ces correspondances met la main sur un fil d'Ariane qui peut le conduire jusqu'au centre même du labyrinthe, jusqu'au cœur même du mystère. Cette quête du centre, de l'essence, de l'absolu, structure toute l'aventure spirituelle de Mallarmé. Vers 1866-1867, alors qu'il vit à Tournon, il traverse ce qu'il appellera lui-même sa crise métaphysique. Pendant des mois, il plonge dans des abîmes de réflexion sur la nature de l'être, du néant, de Dieu. Il lit Hegel, médite sur le concept du néant, affronte le vertige de l'absolu. Et cette descente aux enfers intellectuels, va le conduire au bord de la folie. Il écrit à son ami Casalis des lettres totalement bouleversantes où il confie avoir rencontré le néant, avoir contemplé l'abîme. C'est une expérience terrifiante qui ressemble finalement à la nuit obscure des mystiques. Ce moment où toutes les certitudes s'effondrent et où Dieu lui-même semble tout à coup disparaître. Mais Mallarmé survit à cette épreuve, comme les initiés survivent au rite de mort symbolique. Il en ressort transformé, il en ressort purifié avec une vision nouvelle. Il a compris que Dieu est mort, comme le proclamait Nietzsche. Mais il a également compris que cette mort de Dieu ouvre un espace nouveau, celui où l'homme peut devenir créateur à son tour, où le poète peut prendre la place laissée vacante par la divinité disparue. Non par folie des grandeurs, mais plutôt par une sorte de nécessité métaphysique. Si Dieu ne crée plus le monde par sa parole, alors le poète doit recréer le monde par sa parole à lui. Cette ambition prométhéenne fonde le projet du livre. Pendant toute sa vie, Mallarmé rêve de composer le livre absolu, l'œuvre totale, qui contiendrait l'explication orphique de la Terre. Ce livre ne serait pas un simple recueil de poèmes, ni romans, ni essais philosophiques. Il serait tout cela à la fois, et peut-être même davantage encore. Une sorte d'œuvre cosmique, reproduisant dans sa structure même la structure de l'univers. Mallarmé imagine un livre composé de feuillets mobiles que le lecteur pourrait agencer selon différentes combinaisons, créant ainsi des significations multiples. Cette conception révolutionnaire annonce les expérimentations du XXe siècle, de Mallarmé à l'Oulipo, du structuralisme aux hypertextes numériques. Mais malheureusement, le livre ne sera jamais achevé. À la mort de Mallarmé, en 1898, on ne retrouve que des notes, des plans, des esquisses. C'est un échec cuisant? Peut-être pas. Parce que l'essentiel n'était pas dans l'accomplissement, mais plutôt dans la quête elle-même, comme le Graal des légendes arthuriennes qui se dérobent toujours, qui reculent à mesure qu'on s'approche. Le livre absolu demeure une sorte d'horizon asymptotique. On tend vers lui, mais sans jamais réellement l'atteindre. Mais finalement, cette tension même, cet effort perpétuel pour approcher l'idéal, donne sens et toute sa valeur à l'existence du poète.
Cette philosophie de l'inachèvement, de la quête infinie, rejoint encore une fois des traditions mystiques. Les kabbalistes enseignent que la Torah possède un sens infini et que chaque génération peut découvrir de nouvelles profondeurs dans le texte sacré même. De même, le livre de Mallarmé ne peut être fini car il vise l'infini. Il cherche à capturer l'absolu, mais l'absolu, par définition, excède toute forme finie. Le paradoxe est insoluble, mais il est aussi fécond. Et c'est précisément l'impossibilité de la tâche qui en fait toute la grandeur. Je vous propose que nous observions maintenant comment cette métaphysique s'incarne dans la pratique poétique concrète. Mallarmé invente une syntaxe nouvelle, torturée, où l'ordre habituel des mots se trouve bouleversé. Les phrases s'étendent sur plusieurs vers, s'enchevêtrent, créent des ambiguïtés syntaxiques totalement délibérées. Et cette obscurité n'est pas un défaut, mais plutôt un choix esthétique conscient. Le poème ne doit pas être immédiatement transparent, il doit résister, il doit opposer une opacité que le lecteur devra patiemment traverser. Cette résistance mime celle du réel lui-même, qui ne se livre pas d'emblée et qui exige de nous des efforts, de la méditation, pour révéler ses secrets. Le lecteur de Mallarmé doit donc devenir actif et co-créateur du sens. Il ne peut se contenter d'une lecture passive, superficielle. Il doit s'engager totalement, mobiliser toutes ses facultés intellectuelles et intuitives et accepter de se perdre dans les méandres du texte pour mieux se retrouver. Cette conception exigeante de la lecture en fait une pratique spirituelle, un exercice ascétique. Lire Mallarmé, c'est accomplir une sorte de pèlerinage intérieur, c'est traverser des déserts de signification pour atteindre l'oasis de la révélation. Cette dimension initiatique de la lecture s'accorde avec la vision hermétique de la connaissance. Les textes ésotériques ne se donnent jamais directement. Ils sont cryptés, voilés, protégés par des symboles et des allégories. J'en lis moi-même de nombreux et il m'a fallu parfois des années pour arriver à les déchiffrer, si tant est que je sois parti sur la bonne voie. Seuls ceux qui possèdent la clé, peuvent les déchiffrer. Mallarmé applique ce principe à la poésie. Ses poèmes sont des énigmes à résoudre, des hiéroglyphes à décrypter, des sortes de talismans dont il faut découvrir le mot de pouvoir. Prenons l'exemple de son poème Hérodiade, auquel il travailla pendant des années sans jamais le terminer. Cette œuvre dramatique met en scène la princesse Hérodiade, devant son miroir, contemplant sa propre beauté glacée, refusant tout contact charnel et vouée à une virginité stérile et finalement mortifère. Mais au-delà de l'anecdote biblique, Hérodiade symbolise l'âme du poète lui-même, éprise de pureté absolue, refusant la compromission du monde et acceptant la solitude et la stérilité apparente pour préserver toute son intégrité. Le miroir devient alors symbole de la conscience réfléchissante, de la pensée qui se contemple elle-même, de l'art qui se prend pour objet. Cette spécularité vertigineuse crée un effet d'infini, de mise en abîme où le réel et son reflet, le sujet et l'objet, l'intérieur et l'extérieur, se confondent. Et cette confusion des frontières, cette dissolution des catégories habituelles caractérise l'expérience mystique. Le mystique accède à un état où la séparation entre moi et non-moi s'abolit. Il fait l'expérience de l'unité primordiale, de l'un plotinien, Plotin,
d'où tout procède et vers lequel tout retourne. Mallarmé, par d'autres voies que celle de la prière ou de la méditation traditionnelle, eh bien, atteint quelque chose de similaire. Son poème devient un espace sacré où se produit cette fusion, cette union mystique entre le poète et l'absolu, qu'il poursuit. Je vous propose d'explorer également son célèbre poème « L'après-midi d'un faune », publié en 1876. Cet églogue met en scène un faune qui, au réveil d'une sieste, se demande s'il a réellement possédé des nymphes ou si tout cela, finalement, n'était qu'un rêve. Eh bien, cette hésitation entre rêve et réalité, entre désir et accomplissement, entre souvenir et imagination, structure le poème. Le faune ne peut trancher, et cette indécision devient une sorte de principe esthétique. Le poème maintient délibérément l'ambiguïté et refuse de choisir entre les interprétations possibles. Cette suspension du sens, cette ouverture à la pluralité des significations annonce les théories de l'œuvre ouverte que développera Umberto Eco au XXe siècle, je crois. Allons encore plus loin dans l'interprétation ésotérique, si vous le voulez bien. Le faune représente la nature instinctive, dionysiaque, les forces vitales, incontrôlées. Les nymphes, quant à elles, figurent les idées, les formes pures, les essences platoniciennes. Leur union impossible, eh bien, symbolise le hiatus entre matière et esprit, entre sensible et intelligible. Le poème entier devient alors une allégorie de la condition humaine, tiraillée entre ces deux pôles, incapable de les réconcilier pleinement. Seul l'art, seule la poésie, peut accomplir cette synthèse miraculeuse, capturer dans la forme sensible du vers l'idée intelligible qui le transcende. Cette réconciliation des contraires évoque l'androgyne alchimique, cette figure qui réunit en elle le masculin et le féminin, le soufre et le mercure, le fixe et le volatile. Eh bien, l'alchimiste vise à produire cet être parfait qui transcende toutes les dualités. Eh bien, de même, le poème de Mallarmé aspire à devenir cet objet parfait où se résolvent toutes les contradictions et où se marient tous les opposés. Abordons maintenant un coup de dé qui n'abolira jamais le hasard. Ce poème révolutionnaire publié en 1897, un an avant la mort de Mallarmé. Cette œuvre extraordinaire rompt avec toutes les conventions typographiques. Le texte se déploie sur la page selon une géométrie complexe, utilisant différentes tailles de caractères, créant des espaces blancs signifiants et obligeant l'œil à finalement circuler dans toutes les directions. Cette disposition spatiale n'est pas gratuite. Elle mime visuellement le thème même du poème. La chute des dés, le hasard, le naufrage et le vertige du vide. Le titre énonce un paradoxe qui est aussi une vérité métaphysique profonde. Un coup de dé, geste aléatoire par excellence, eh bien, ne peut abolir le hasard. Même si les dés tombent d'une certaine façon, produisant un résultat particulier, eh bien, cela ne changera rien au fait que le processus était gouverné par le hasard. Pourtant, le poème lui-même, par sa construction rigoureuse, par sa nécessité formelle et absolue, semble défier ce hasard. Chaque mot occupe sa place exacte, répond à une logique implacable. L'œuvre d'art authentique conjure le hasard, crée un îlot d'ordre au sein du chaos universel. Cette opposition entre hasard et nécessité va traverser toute la philosophie occidentale, depuis les présocratiques. Pour Démocrite, par exemple, tout
s'explique par le hasard des rencontres atomiques. Pour Platon, au contraire, un ordre rationnel gouverne le cosmos. Aristote, quant à lui, tentera une synthèse avec sa distinction entre cause efficiente et cause finale. Eh bien, Mallarmé se situe dans ce débat finalement millénaire, apportant la réponse du poète. Le hasard règne, peut-être, dans l'univers physique, mais l'art, quant à lui, crée un univers parallèle où règne la nécessité pure. Cette création d'un ordre artificiel, d'un cosmos miniature, régi par des lois propres, fait du poète une forme de démiurge, une forme de petit dieu. Mais attention, Mallarmé ne tombe pas dans une forme de naïveté romantique qui diviniserait, l'artiste. Il sait que cette victoire sur le hasard reste précaire, partielle et toujours menacée. Le blanc de la page, ce vide qui entoure les mots, rappelle constamment la présence du néant, du chaos qui menace de tout engloutir. Le poème est fragile. C'est une construction dressée contre l'abîme. Et il ne supprime pas l'abîme. Il le maintient simplement à distance, temporairement. Cette lucidité tragique confère à l'œuvre de Mallarmé une dignité particulière. Il ne se berce d'aucune illusion, il ne se réfugie dans aucune consolation facile, il regarde le néant en face et néanmoins continue à écrire. Je trouve cet héroïsme discret, cette obstination de la création, malgré la conscience de son caractère dérisoire, comment vous dire ça ? Tout simplement, il force le respect. Voilà. Comme Sisyphe chez Camus, qui remonte éternellement son rocher tout en sachant que finalement il redescendra, eh bien Mallarmé écrit ses poèmes tout en sachant qu'ils ne sauveront ni le monde, ni lui-même. Mais cet acte même, cette persévérance dans l'être, eh bien, possède une valeur absolue. Évoquons maintenant les fameux Mardines Mallarmé dont je vous parlais au tout début de cet épisode. À partir de 1880, il reçoit régulièrement dans son appartement de la rue de Rome, le mardi soir, un cercle d'artistes et d'écrivains. Verlaine, Huysmans, Whistler, Claudel, Valéry, Gide et tant d'autres viennent écouter le maître discourir sur la poésie, l'art, la musique, les mystères du langage. Ces réunions prennent une dimension quasi initiatique. Mallarmé y déploie sa pensée esthétique, dévoile par fragments sa vision du livre et transmet à ses disciples les principes de son art. Cette transmission orale complète l'œuvre écrite. Elle crée une forme de chaîne vivante, une lignée spirituelle qui se perpétuera à travers ses héritiers. Car l'influence de Mallarmé sur la poésie moderne reste immense. Valéry reconnaîtra en lui son maître absolu. Les surréalistes, malgré leurs divergences esthétiques, salueront en lui le libérateur du langage. La poésie concrète du XXe siècle, qui fait du poème un objet visuel autant que verbal, prolonge les intuitions d'un coup de dé. La déconstruction déridienne trouvera chez Mallarmé des anticipations de ses propres thèses sur l'écriture et le sens différé. Bref, toute la modernité poétique passe par lui et se construit avec lui ou contre lui, mais finalement on ne pourra pas l'ignorer. Cette postérité témoigne de la profondeur de sa révolution. Mallarmé n'a pas simplement inventé un nouveau style, il a transformé la nature même de la poésie, déplaçant son centre de gravité de l'expression vers la construction du sentiment, vers l'intellect, du dire, vers le faire. Et le poème n'est plus transparent, fenêtre ouverte sur un contenu extérieur à lui, il devient opaque, présence, objet autonome, qui ne renvoie qu'à lui-même. Un monument du langage dressé dans le désert du sens. Cette autonomie du poème rejoint paradoxalement
certaines pratiques mystiques. Le mantra hindou ou bouddhique ne possède pas de signification conceptuelle. Sa puissance réside dans sa pure sonorité, dans la vibration qu'il produit quand on le récite. De même, le poème de Mallarmé, libéré du devoir de signifier clairement, eh bien, peut opérer par sa seule musique verbale, par ses jeux de sonorité et par sa structure rythmique. Il agit sur le lecteur non par son message, mais plutôt par sa forme même, créant une sorte d'état modifié de conscience, ouvrant des portes de perception qui sont habituellement closes. Je vous propose de terminer en évoquant maintenant la mort de Mallarmé. Le 9 septembre 1898, à Valvins, où il possédait une maison de campagne, eh bien, il succombe à un spasme de la glotte. Il avait 56 ans. Et ses dernières paroles furent, dit-on, adressées à sa femme et sa fille. « Brûlez mes papiers ». Il voulait que ses notes sur le livre soient détruites, conscient qu'elles ne représentaient que l'ombre du chef-d'œuvre rêvé. Heureusement, sa famille n'obéira pas entièrement à cette injonction. Les manuscrits furent préservés, permettant aux générations futures d'entrevoir son projet grandiose auquel il avait consacré son existence. Cette fin sobre, presque anonyme, contraste avec l'ambition démesurée de l'œuvre. Mais peut-être fallait-il cette disproportion même. Le poète, qui vise l'absolu, ne peut qu'échouer humainement, tout en réussissant spirituellement. Son échec apparent témoigne, à mon sens, de la grandeur de sa visée. S'il avait réussi à écrire le livre total, cela aurait signifié que l'absolu est atteignable, que l'infini pourrait se capturer dans le fini. Son inachèvement préserve le mystère, maintient ouverte la question et laisse la place au désir et à la quête, à notre quête. Écoutons maintenant l'un des plus beaux sonnets de Mallarmé, ce poème où se cristallise toute sa vision. Le conflit entre l'idéal de pureté et la prison du réel, entre une forme d'aspiration au vol et l'emprisonnement dans la glace, entre le ciel de l'azur et l'hiver de l'existence. Ce sonnet du cygne, captif, demeure l'un des joyaux du symbolisme français, concentrant en 14 vers toute la métaphysique mallarméenne. Je vous en donne lecture. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre, ce lac dur, oublié, que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui, sans espoir, se délivre, pour n'avoir pas chanté la région où vivre, quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secoura cette blanche agonie, par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie. Mais non, l'horreur du sol où le plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid du mépris que vêt parmi l'exil inutile le cygne. Chère auditrice, chers auditeurs, nous voici parvenus au terme de cette passionnante exploration de la voix poétique de Stéphane Mallarmé. Nous avons suivi le cheminement qui mène du jeune poète découvrant Pau, au mage de la rue de Rome,
dispensant son enseignement ésotérique et de la crise métaphysique de Tournon au projet grandiose du livre absolu. Et nous avons compris que pour Mallarmé, la poésie n'était jamais séparée de la quête spirituelle et que la recherche de la forme parfaite rejoignait l'aspiration à l'absolu, que l'alchimie du verbe constituait une authentique voie initiatique. Ce que Mallarmé nous enseigne avant tout, c'est l'exigence absolue. Refuser les facilités, les approximations et les compromis. Viser toujours plus haut, même en sachant qu'on n'atteindra jamais le but. Cette intransigeance peut paraître désespérante parfois, mais à bien y réfléchir, elle est en vérité libératrice. Parce qu'elle nous arrache à la médiocrité et elle nous élève au-dessus du quotidien. Elle nous met en contact avec ce qu'il y a de plus noble en nous. Eh bien, puisse l'exemple de Mallarmé vous inspirer dans vos propres quêtes créatrices et spirituelles. Puissiez-vous également cultiver cette patience de l'artisan qui polit inlassablement son œuvre. Cette foi en la beauté qui persiste malgré tous les démentis du réel. Cette fidélité à l'idéal qui donne sens à l'existence. Et puisse la lecture de ces poèmes, aussi difficiles soient-ils, eh bien vous ouvrir des portes vers des espaces intérieurs encore peut-être insoupçonnés, et vous révéler la magie cachée du langage, vous faire entrevoir cette vérité que pressentait Mallarmé. Les mots maniés avec assez d'art et de conscience peuvent créer un monde finalement plus réel que le monde lui-même. Je prends encore quelques minutes de votre temps pour vous proposer de nouveau de vous abonner sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles le podcast est présent, voixpoétique.com, directement le site, et vous retrouverez une lettre d'information à laquelle vous pouvez vous inscrire, bien sûr, totalement gratuitement, en recevant uniquement une lettre par mois, en début de mois, avec un résumé de l'ensemble des articles du mois et des épisodes de podcast qui sont publiés, bien évidemment, mais aussi également eh bien, toutes les plateformes de streaming habituelles, telles que Spotify, Deezer, etc., là où vous m'écoutez, hein, et bien sûr YouTube, dont la chaîne est lancée depuis la toute fin 2025 et qui marche déjà très fort avec, je n'ai pas vérifié le compteur dernièrement, mais je crois aux alentours de entre 1000 et 1500 abonnés, je crois, dans les dernières semaines où j'ai pu regarder. Voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre des likes à peu près partout où vous le pouvez, et si vous le pouvez aussi également, eh bien un petit commentaire me fera toujours plaisir, un retour sur l'épisode, des questions, un partage, une correction peut-être, je ne suis pas à l'abri aussi également de faire des erreurs. Voilà. Je vous souhaite une très bonne continuation et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur voixpoétique.com. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.